Pour vous raconter brièvement qui est Riscom, Riscom, on est une agence de conseil en communication qui a été fondée en 2014, dont je suis la fondatrice. Et en fait, on accompagne tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur communication pour une communication qui est plus humaine et responsable. Et globalement, voilà, on intervient sur pas mal de choses, tout ce qui va être toutes les notions de stratégie au sens large, de stratégie de communication, stratégie, mais particulièrement aussi sur tout ce qui va être le digital et donc le digital, le community management, le web marketing, etc. Et en fait, on accompagne de trois façons les gens avec qui on travaille. Soit on va réaliser en fait des choses clés en main pour nos clients, donc ça va être accompagner, élaborer une stratégie de communication, gérer du community management, etc., etc. Soit c'est le petit volet à droite, on initie avec des ateliers de formation, comme on fait avec justement Solidatech, pour donner un maximum de bonnes pratiques pour que vous puissiez faire en toute autonomie les choses. Et la partie au milieu où on va accompagner en co-construction. L'idée, en fait, c'est qu'on va accompagner peu importe le budget de la structure, c'est-à-dire que on peut commencer à accompagner à partir de 150 euros jusqu'à 100 000 euros de budget. Le but, on ne fait pas du bénévolat, mais en tout cas, c'est de pouvoir accompagner n'importe qui, peu importe le budget. Et, euh, et voilà. Et donc, notamment, 150 euros, c'est avec les formations à tarif solidaire qu'on propose avec Solidatech. Donc, tout de suite, on va passer à le sujet qui nous intéresse, la RGPD. Alors, je vais juste fermer ça parce que je ne vois pas très bien. Voilà. Oh, excusez-moi. Donc, du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais peut-être que si vous êtes là. À partir du 25 mai, va rentrer en vigueur le RGPD. Le RGPD, c'est quoi en fait? C'est le règlement européen sur la protection des données. Donc, le but, avant tout, c'est vraiment de renforcer la protection des données personnelles des internautes et ça va changer pas mal de choses dans nos pratiques, de tous les jours en tant que structure. Globalement, d'abord, pour commencer, j'aimerais revenir sur le point qu'est-ce qu'une donnée personnelle. C'est en fait toute information qui va permettre d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc, globalement, si on a son nom dans un fichier, si jamais on a des informations qui permettent de l'identifier, typiquement, donc que ça soit un nom, que ça soit un numéro de téléphone, une photographie, une adresse IP, etc., etc. En fait, tout est données personnelles. Donc, il est important de faire attention à ça. Et effectivement, on est quand même tous concernés par ça. Globalement, vous récupérez des données, juste le nom, prénom de quelqu'un et une adresse email, même si c'est son adresse email professionnelle, c'est une donnée personnelle et donc du coup, on va devoir appliquer, on va devoir faire attention d'être en conformité avec la réglementation. Avant, avec la CNIL, c'était un petit peu différent pour les associations. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Tout le monde est concerné par cette règle-là. On parle de conservation et de traitement des données si on est en fait sur des données conservées de manière digitale avec le numérique, mais aussi n'importe quoi en fait. Si vous avez des fichiers papier avec des données de personnes, ça s'applique et ça fait partie de ça. Les RGPD, ça inclut beaucoup de choses, donc toute cette protection et toute cette conservation et traitement de données. Nous aujourd'hui, on va vraiment voir qu'est-ce que ça implique au niveau de l'emailing et dans des newsletters en particulier. Pour tout le reste, je vous conseille de voir et de travailler avec un service juridique pour vous accompagner là-dessus. Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer avec la RGPD? Donc la RGPD, c'est surtout un cadre juridique qui va permettre d'unifier tout ce qui se passe sur cette thématique-là au niveau européen. Donc au niveau européen, donc c'est toutes les structures qui font partie de l'Union européenne, mais aussi toutes celles qui traitent des données sur l'Union européenne. Donc globalement, même une entreprise ou une structure qui va être basée aux États-Unis, si elle traite des données en Europe, elle est concernée par la RGPD. Donc concrètement, comme je vous disais, c'est un renforcement des droits des personnes. Donc il y a plusieurs choses. Les points principaux que j'ai voulu mettre en avant là, ça va être la portabilité des données. Je vous en parle juste après. La protection des mineurs et ensuite un renforcement donc des droits, le droit d'accès aux données, droit à la rectification des données, droit à l'oubli, droit à la portabilité comme je disais juste en haut et droit d'opposition.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas pour l'emailing? En fait, donc pour le droit d'accès et le droit à la rectification, ça veut dire que n'importe qui doit pouvoir avoir accès aux informations, aux données que vous avez sur lui. Donc là, dans notre cas, concernant l'emailing ou la newsletter que vous lui envoyez, et possibilité de rectifier ces données. Donc globalement, pouvoir accéder, voir que vous avez son nom, son prénom, rectifier ceci s'il le souhaite, rectifier son adresse mail, etc. Le droit à l'oubli, je vais le lier un petit peu à le droit d'opposition. Donc, droit d'opposition, c'est décider que non, je ne veux plus, par exemple, que vous ayez ces données-là sur moi et que vous m'envoyez des emails ou notamment la possibilité de se désinscrire d'une newsletter. Droit à l'oubli, c'est qu'il peut aussi complètement demander, maintenant, en plus, au-delà de ça, je souhaite que vous effaciez les données que vous avez sur moi et donc les structures sont en charge de le faire. Et enfin, droit à la portabilité. Droit à la portabilité, c'est-à-dire que concrètement, ils peuvent vous demander, OK, pouvez-vous nous donner toutes les informations que vous avez sur moi? Je souhaite les récupérer et les donner à quelqu'un d'autre. Donc, dans le cas de l'emailing, ça nous concerne, mais bon, c'est pas le plus gros point, mais il est quand même important de le mentionner. Tout ça, en plus, également, ce qui va changer, c'est un consentement renforcé. C'est-à-dire qu'on va plus être dans la demande dans la demande en gros cachée de au fait, si vous souhaitez pas recevoir cet email, vous devez cocher cette case, ou si vous souhaitez, si vous ne souhaitez pas recevoir cet email, vous pouvez vous désinscrire. On n'est plus dans ce cas-là. On va vraiment avoir un consentement renforcé et explicite sur ces données-là. Je vous les explique après, ne vous inquiétez pas. Et le gros enjeu, en fait, c'est un enjeu de transparence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes certainement concerné aussi, on ne sait plus trop ce qui se passe avec nos données, on ne sait pas trop ce que font les entreprises, les structures avec nos données. Et on aimerait plus de transparence en tant qu'utilisateur, en tant qu'internaute. Et donc, du coup, c'est vraiment pouvoir dire et savoir concrètement qu'est-ce que vous faites de mes données et avoir accès à tout ça. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais détailler tout ça juste après. Donc vraiment ce cadre en fait, ce cadre juridique, c'est vraiment une réglementation. Donc c'est des choses qu'on est obligé de suivre, contrairement à avant où on avait plutôt des directives. Les directives c'était des recommandations. Maintenant ça devient obligatoire. Si on n'est pas conforme avec ces réglementations, on va pouvoir avoir des sanctions qui vont être encadrées, graduées et renforcées. Notamment, donc, il y a un autre point aussi important à savoir, c'est que il va avoir une responsabilité commune entre les structures et les prestataires qui hébergent les données. Donc, ça va être notamment à vous de vous assurer que vos prestataires aussi soient bien en conformité avec ce règlement. Si vous utilisez un outil de gestion de newsletters et d'envoi d'emailing comme Mailchimp, comme Sendinblue, comme Sarbacane, comme Mailjet, etc., normalement, ils sont plutôt à jour là-dessus, puisqu'ils savent aussi qu'eux aussi peuvent encourir des choses. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'il va falloir savoir et s'assurer. Et gros point quand même, en cas de violation et si jamais on n'est pas en règle avec la RGPD, on encourt une amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la structure ou en tout cas du budget de la structure. Donc ça peut monter assez haut. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir, encore une fois, protéger les internautes et respecter tout ça. Donc tout ça, ça change beaucoup de choses pour tout ce qui va être tout ce qui est l'ordre en fait du web marketing et de la communication digitale, puisque maintenant, on n'aura plus le droit d'envoyer des emails à toute notre base de données qu'on a pu constituer depuis des années si on n'a pas eu l'accord explicite des personnes. Donc, ça révolutionne vraiment le monde du web marketing. La RGPD est un vrai casse-tête aujourd'hui pour les web marketeurs. Mais pour le coup, en tant qu'agence de communication responsable, je trouve ça très bien, puisque du coup, ça va nous permettre, nous, en tant qu'internautes, de savoir un peu ce qui se passe et de pouvoir réguler tout ça. Donc vous inquiétez pas, on a après toute une partie de vous pouvez poser vos questions dans la discussion et après on a tout un temps où on va répondre à ces questions, où je vais répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les noter dans la discussion et Raphaël m'en fera part juste après. Donc comme je vous disais, vraiment tout le monde est concerné, même les associations, même vous. Donc il est important de savoir quoi mettre en place. Alors, concernant le consentement explicite, c'est un terme qu'il va falloir bien comprendre et qui comporte pas mal de choses. Le premier point, c'est qu'en fait, le consentement doit être donné par une déclaration ou un acte positif clair, par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, éclairée, spécifique et univoque son accord au traitement de ces données.
Concrètement, ça veut dire quoi? Là, on a plusieurs choses qui sont importantes là-dedans. C'est la déclaration doit être faite par un acte positif clair. Donc, comme je vous disais, on ne va pas pouvoir passer par le négatif. C'est pas, on coche pas une case si je ne souhaite pas recevoir ça. C'est, je coche la case, par exemple, parce que je veux le recevoir. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, de façon libre, éclairée, spécifique et univoque, ça veut surtout dire que j'accepte, en fait, faut que je sache qu'est-ce que je suis en train d'accepter. Donc, c'est-à-dire que on va donc à quoi pardon je donne mon accord. Donc, par exemple, on va voir si on est sur un site internet ou si on reçoit un mail en disant oui, je veux recevoir cette newsletter, par exemple. J'ai accepté j'ai donné mon accord pour cette newsletter, pas pour recevoir des offres promotionnelles, par exemple, pas pour recevoir autre chose. Donc, à chaque fois, il va falloir bien spécifier chaque chose. Je donne mon accord pour une seule chose. Et de façon libre, c'est aussi tout simplement, on ne force pas la main. C'est pas au fait, on va vous donner un bon de réduction si vous vous abonnez à telle chose. C'est pas libre. Mais ensuite, vous inquiétez pas, je continue sur le consentement explicite et positif parce que c'est l'un des points cruciaux. Deuxième point, donc comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure où on a commencé, la personne doit pouvoir retirer son consentement aussi facilement que le donner et en être informée. Donc, il faut que ce soit aussi facile pour moi de retirer mon accord. Concrètement, ça va notamment pouvoir se ressentir dans les mentions légales que vous allez mettre en bas de votre emailing, de pouvoir dire, d'avoir le bouton, par exemple, se désinscrire. Aujourd'hui, il y a des structures qui demandent, vous voulez vous désinscrire, envoyez-nous un mail pour nous le dire. Ça, c'est pas aussi simple que de cliquer sur un bouton pour dire, oui, je veux recevoir un newsletter ou oui, je veux me désinscrire. Donc ça, c'est pas entièrement conforme à la RGPD. Troisième point, donc, en bas à gauche, pour la présentation, c'est la demande du consentement doit être présentée sous forme compréhensible, accessible, en des termes clairs et simples, avec des informations qui nécessitent vraiment à la personne de savoir en connaissance de cause ce qu'elle va faire. Donc, comme je vous disais, c'est pas je souhaite recevoir toute information de telle structure. On va vraiment spécifier et on va vraiment mettre ça de manière compréhensible. Et quatrième point, la charge de preuve de consentement incombe au responsable de traitement. En gros, il va falloir que si un jour vous avez un contrôle, il va falloir pouvoir prouver que oui, je suis bien en train d'envoyer des emails à des gens qui m'ont donné leur accord. Voici les accords. Donc du coup, globalement, si je reviens sur l'emailing, ça peut être en ligne si jamais vous... on va le voir au fur et à mesure, mais c'est-à-dire par exemple si vous avez sur votre site un petit encart qui permet de s'abonner à la newsletter, il faut que derrière on puisse voir notamment, pourquoi pas avec un formulaire de confirmation, que l'on puisse voir, ok, on sait que ces personnes-là se sont inscrites de leur plein gré. Si par exemple vous êtes dans un événement offline, un événement par exemple où vous recevez vos adhérents dans vos locaux, tout simplement, ça va être aussi de pouvoir avoir une feuille où vous leur spécifiez, si vous souhaitez vous abonner à la newsletter, inscrivez vos contacts sur ce formulaire papier. Même ce formulaire, il va falloir le garder pour pouvoir prouver, oui, ok, j'ai bien l'accord de ces personnes-là. Donc ensuite, continuons sur le consentement explicite. Donc vraiment, comme je vous disais, on doit avoir son consentement pour tout. Pour chacune de ces données, en gros, il nous faut obtenir une acceptation claire résultant d'un acte positif de la personne, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mentionner la finalité de l'action et indiquer la durée de conservation. La finalité de l'action, c'est oui, j'accepte de recevoir la newsletter mensuelle de l'association X. Et pas toute autre chose, par exemple. Oui, j'accepte et je souhaite donner mon accord pour recevoir des offres promotionnelles de cette structure. Et la durée de conservation est importante aussi. On va falloir mettre en avant globalement combien de temps on va garder cette donnée. Et enfin, préciser qui sont les destinataires. Là, par exemple, typiquement pour une newsletter, c'est que si jamais vous allez voir, je vais vous montrer, c'est quand on pose la question de pourquoi je reçois cet email. Et notamment sur Mailchimp, on a un outil qui permet de voir pourquoi je reçois ça. Et là, on va pouvoir dire clairement, vous recevez cette newsletter parce que vous êtes abonné à la newsletter de l'association A.
Donc, globalement, je dois vous expliquer quelques termes. Opt-out, opt-in. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, donc l'opt-out, ça consiste à inscrire un utilisateur à une liste après la souscription à un service. C'est-à-dire que alors, si on prend concrètement quelque chose qu'on a acheté, globalement, j'ai été en contact avec vous, j'ai peut-être acheté un service, si vous vendez des services ou un produit, et suite à ça, vous m'avez automatiquement enregistré à votre liste. La seule chose que je peux faire, c'est me désinscrire. C'est pareil, par exemple, quand on va plutôt travailler avec des professionnels, on avait la règle jusqu'à aujourd'hui qu'en fait, n'importe qui avec qui j'étais en contact, vous m'avez inscrit automatiquement à une newsletter. Et donc, les seules choses qu'on pouvait faire, comme je vous le disais, donc, c'est se désinscrire après. Il en va de même pour les associations. Vous avez des adhérents, des partenaires, vous leur envoyez automatiquement, sans leur avoir demandé leur accord, une newsletter. Parce que du coup, vous considérez qu'ils font partie de votre base de données. Ça s'appelle l'opt-out. L'opt-in passif, en fait, ça consiste à obtenir le consentement de manière détournée. En gros, généralement, ça va se traduire si jamais il y a un formulaire. La case, en fait, est déjà cochée disant « Je souhaite recevoir ». Donc ça s'appelle l'opt-in passif. L'opt-in, finalement, et l'opt-in positif et explicite, ça va plutôt, en fait, l'internaute est libre d'exprimer son consentement par une action positive, et c'est lui-même qui doit cocher la case. Globalement, aujourd'hui, avec la RGPD, vous n'avez plus le droit de faire de l'opt-out et vous n'avez plus le droit de faire de l'opt-in passif. Les seules choses qui vont être autorisées, c'est l'opt-in avec action positive. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir, puisque du coup, si aujourd'hui, c'est pas ce que vous faites, il va falloir mettre ça en place. Donc vraiment, voilà. Donc là, j'ai fait un petit slide de résumé. Donc vraiment, on va devoir pouvoir mettre ça en place. Et en plus, si on veut, on peut mettre en place le double opt-in. C'est quoi le double opt-in? C'est par exemple, concrètement, vous inscrivez, vous avez votre formulaire pour vous inscrire à la newsletter ou pour vous inscrire sur quoi que ce soit, vous cochez oui, je souhaite recevoir cette newsletter. Je clique sur le bouton enregistrer et derrière, ça va envoyer automatiquement un mail de confirmation à cette personne. Vous avez peut-être déjà reçu ça, ou vous devez en plus dans ce mail recliquer sur un lien pour dire oui, je confirme bien que je souhaite recevoir cette newsletter. Ça peut permettre, ça peut être intéressant. C'est pas obligatoire, ce double opt-in, mais en tout cas, ça peut vous permettre de garder justement bien la traçabilité comme il est demandé et d'être sûr en fait que vous êtes bien vous êtes bien en règle avec ce règlement. Donc, par exemple, maintenant, je vous montre juste un petit exemple quand même visuel de concrètement comment ça peut donner. Si jamais vous avez sur votre site, vous pouvez avoir une partie comme ça pour recevoir nos emails ou recevoir notre newsletter. Vous avez le droit de demander, donc vous demandez l'adresse email. Concrètement, dans notre cas, vous n'avez pas besoin de demander plus d'infos. Vous pouvez demander nom, prénom et l'email. Vous n'avez pas besoin de demander l'adresse, vous n'avez pas besoin de demander le numéro de téléphone. C'est une autre notion qui est importante, c'est qu'on collecte, avec la RGPD, on ne collecte que les données nécessaires. On ne va pas collecter plus de données que ça. Et donc ici, comme je vous le montrais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va avoir le bouton « J'accepte de recevoir chaque semaine la newsletter ». Donc si oui, je le veux, je vais cocher cette case. Et ensuite, si jamais en plus, je veux aussi pouvoir envoyer des emails, plutôt d'emailing, sur des choses particulières, j'accepte de recevoir des emails ciblés en fonction de mes données et de mes centres d'intérêt. Et donc du coup, on a bien la notion où je vais pouvoir avoir chaque chose de manière différente. Devoir cocher, donc là on est en opt-in, positif, et on valide. Donc voilà un exemple. Donc finalement, donc là c'est comment on va faire maintenant pour collecter les données. Qu'est-ce qu'on fait avec les données qu'on a aujourd'hui? Donc il faut vous poser 4 questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vos contacts ont donné une autorisation explicite pour recevoir vos emails? Ou pas? Est-ce que cette autorisation est distincte spécifique à chaque usage que vous en faites? Donc là, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, recevoir une newsletter ou recevoir des informations spécifiques. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir démontrer l'obtention du consentement explicite de chacun de vos contacts? Et dernière question, est-ce qu'elle contient des adresses de mineurs?
Posez-vous ces questions. Dans la majorité des cas, non. Si vous avez un nom dans cette liste-là, vous ne pourrez plus utiliser techniquement, enfin la loi indique qu'à partir du 25 mai, vous ne pourrez plus utiliser cette base de données. Grosse révolution, hein. Donc du coup c'est compliqué. Vous ne pourrez plus donc communiquer auprès d'eux, il va falloir faire certaines actions, notamment par exemple par rapport à toutes les bases de données, enfin à vos bases de données aujourd'hui, leur demander leur accord pour pouvoir continuer à leur envoyer votre newsletter, si on parle du newsletter. Et bien avec du coup tout ce qu'on vient de voir de comment on va collecter ces informations. Point sur les mineurs. Donc on n'a pas le droit d'écrire sans l'accord, sans l'autorisation des parents, d'écrire des mineurs. Donc si c'est votre cas, vous devez en plus rajouter une couche de demander l'accord des parents au préalable pour pouvoir leur écrire. Donc en gros, pour vous mettre à jour aujourd'hui, il y a vraiment 3 actions principales à faire. Là, que je vais détailler au fur et à mesure. La première, ça va être donc obtenir ce consentement explicite positif, éventuellement revoir vos clauses de confidentialité et les textes de vos formulaires d'opt-in. Et vraiment, donc l'utilisateur doit comprendre ce que vous souhaitez faire avec ces données. Deuxième point, mettre en place une procédure qui va permettre à vos utilisateurs d'obtenir une copie, une modification ou un effacement de leurs données. Et aussi de leur permettre de pouvoir s'opposer à ce que leurs données servent, que ce soit au profilage ou à une décision automatisée. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir obtenir un consentement explicite et positif de vos utilisateurs? Je vous montre un exemple en fait. Donc là, je vais prendre un cas extrêmement concret qui est le cas de mon agence, de l'agence Riscom. On avait une newsletter qu'on envoyait du coup à tout le monde, à toute notre base de données. Sauf qu'on savait qu'on n'allait plus être en accord. Et ce qu'on a fait, donc là, je vous ai mis une copie d'écran de ce qu'on fait aujourd'hui avec Mailchimp. Nous, on utilise Mailchimp, mais c'est majoritairement pareil dans beaucoup d'outils. Et en fait, on a recréé une nouvelle liste de contacts en remplissant et en créant un formulaire. Là, avec Sign Up Form. Donc, on a rempli un formulaire, forme Vulder. Donc, si vous êtes sur Mailchimp, c'est la même procédure. On l'a rempli, on l'a choisi. Et ça peut donner ça. Et donc là, on écrivait un petit texte pour expliquer à quoi va servir concrètement ce formulaire et pour expliquer qu'on l'a lancé. Si jamais vous souhaitez recevoir notre newsletter, donnez-nous votre email, votre nom, votre prénom, et vous cochez bien de dire j'accepte de m'abonner à cette liste. Quand vous créez ce petit formulaire, ça va vous donner un URL, un lien URL. Et en fait, avec ce lien URL, on a renvoyé une newsletter, enfin un mail dédié à toute notre base de données. Donc c'était celui-ci, c'est la copie d'écran que je vous ai fait ici, pour expliquer concrètement qu'aujourd'hui, ils n'allaient plus recevoir de notre newsletter à moins qu'ils s'inscrivent à notre nouvelle base. Et en fait, sur ce bouton, on a intégré le lien qui a été donné par le formulaire d'avant. Je ne vais pas vous mentir, du coup, de faire cette opération, vous allez perdre énormément de contacts. De gens qui n'ont pas forcément envie de recevoir, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas le temps juste de répondre à votre mail et de confirmer qu'ils veulent s'inscrire. D'autres qui n'ont juste simplement pas envie. Pour vous donner un exemple, nous, on a perdu 90% de notre base de données. Donc aujourd'hui, notre newsletter, voilà, on a seulement 10% de notre base de données qui la reçoit. C'est un risque, évidemment, mais au moins on est en règle. La chose au moins à retenir là-dessus, c'est que tous les gens qui sont abonnés à votre base de données est aujourd'hui extrêmement qualitative. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui veulent recevoir ces informations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rattraper un petit peu ça? Nous, par exemple, cet email-là, on l'a envoyé, puis une semaine après, on a renvoyé ce même email, on a fait une relance pour leur dire, au fait, vraiment, c'est maintenant, si vous voulez recevoir cet email, parce que des fois, il y a des emails qui passent à la trappe. Et puis voilà, globalement. Oups, attendez, j'ai refait, voilà. Donc du coup, ça c'est vraiment pour le point d'obtenir le consentement explicite et positif. Ensuite, il est nécessaire de mettre des informations et des mentions légales en bas de votre newsletter, notamment permettre aux internautes la possibilité de se désabonner de votre newsletter, de leur dire ou pour qu'ils sachent pourquoi ils la reçoivent, et enfin de modifier leurs informations et leurs données personnelles.
Concrètement, ça se représente comment? Je vous montre des exemples. L'exemple en fait de newsletter que moi j'ai reçu. Alors, il y en avait une notamment que j'ai reçue qui indiquait: vous recevez cette newsletter car nous avons été en contact récemment. Vous pouvez cliquer sur le lien se désinscrire pour ne plus recevoir cette newsletter. D'après vous, est-ce que cette mention légale correspond à la RGPD? La réponse est non. Non, pourquoi? Non, parce que certes, on me donne le droit de pouvoir me désinscrire pour recevoir cette newsletter, mais on ne me donne pas la possibilité de modifier mes informations et me donner en réponse vous la recevez parce qu'on a été en contact récemment. Bah oui, mais non. Donc si on a été en contact, ça veut dire que je ne vous ai jamais donné mon accord pour m'envoyer cette newsletter. Donc cette formulation ne fonctionne pas. Deuxième exemple. Cet email a été envoyé à Marie Bélanger. Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit sur le site et possibilité de se désinscrire. Est-ce que c'est une bonne pratique? Alors, c'est mieux que l'autre. Je peux me désinscrire. On me dit bien quel est le destinataire. Ça a été envoyé Marie Bélanger. On m'explique parce que je me suis inscrit. Mais je ne peux pas modifier mes informations. Et 2, je me suis inscrit sur ça. Ah oui, mais en fait, est-ce que je me suis inscrit à votre newsletter? Est-ce que je me suis juste créé un compte sur votre plateforme? C'est pas clair, précis et explicite. Donc non, ça ne fonctionne pas celui-là non plus. Troisième exemple, l'exemple c'est un exemple de ce qui se génère automatiquement sur Mailchimp. Cet email a été envoyé à mariebélanger@riscom.com. J'ai un lien. Pourquoi je reçois ça? Si je clique, ça va m'ouvrir une fenêtre pour me dire vous le recevez parce que vous êtes abonné, etc. Donc après, il faut bien vérifier que derrière, on a mis les bonnes informations. Mais en tout cas, je sais pourquoi je le reçois. Je peux me désinscrire de la liste et je peux mettre à jour mes préférences et mes données. Donc celle-ci fonctionne très simplement. Et comme je vous dis, ça s'est généré automatiquement avec Mailchimp. On peut aussi rendre les mentions légales un peu plus sympas. Je vous montre un exemple de mentions légales que je peux recevoir. Vous voyez, c'est extrêmement grand, mais c'est quand même vachement plus sympa. Donc, si on a envie d'aller plus loin et de s'amuser un petit peu, on peut complètement. Donc là, par exemple, on voit, vous venez de recevoir cette newsletter à votre inscription sur tel site ou à celle d'un de vos amis ou collègues, puisque par exemple, si jamais cet email m'a été transféré. Cette newsletter a été préparée par Amour, blablabla. Donc, on est un peu plus fun dans ça. Et après, on a la possibilité de se désinscrire ou de modifier votre profil et vos informations personnelles. Voilà globalement. Donc, du coup, c'est super. On va avoir un peu plus de temps que prévu pour les questions, puisque du coup, maintenant, concrètement, l'idée va être de pouvoir, pour vous, essayer de vous mettre à jour dès que possible. Évidemment, ça rendra en application le 25 mai. Mais si vous voulez justement pouvoir envoyer des emails et pouvoir vous mettre à jour d'ici là, voilà, vous avez un gros mois pour faire ça et pour pouvoir du coup changer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Dernier point du coup, c'est vous mettre en avant, comme on disait, on propose des formations à tarif solidaire en partenariat avec Solidatech, où c'est des formations d'une journée de 150 €. Et voici les prochaines dates, comme ça vous pourrez les avoir, que ce soit à Bordeaux ou à Paris. On est présent depuis peu, on vient d'ouvrir aussi les formations à Bordeaux sur différents sujets et notamment, vous avez une date sur la newsletter où là on revient plus en détail sur ce point de la RGPD et donner plein d'astuces sur comment rédiger une newsletter efficace pour communiquer pour son association. Donc, vous inquiétez pas. Si vous voulez plus d'informations, vous avez tout sur le site de Solidatech. Et sur cette slide, on va vous transmettre évidemment toute cette présentation par email. C'est Raphaël qui s'en chargera. Il suffit de cliquer, ça envoie directement sur le site de Solidatech sur la page de la formation concernée. Du coup, merci à tous. Et Raphaël, je te laisse reprendre la main pour me poser toutes les questions. Ouais, merci Marie. Alors je tenais juste à m'excuser parce qu'il y a eu un petit problème technique au tout début lors de la présentation de Solidatech. Le son, et l'image n'étaient pas forcément activés, mais heureusement on a pu
du coup, à reprendre la bonne communication quand, Marie, toi, tu vas commencer Parfait. à présenter. Donc voilà, je m'excuse pour le petit problème. Alors, on a une question, notamment un peu spécifique aux associations. Et juste avant d'enchaîner sur cette question-là, n'hésitez pas, s'il y a des notions, tout ce qui est consentement, traitement, opt-in, opt-out, si vous voulez qu'on reveniez sur la définition, Marie pourra revenir dessus, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais voilà. Concernant les questions qui ont été posées, alors on a une question un peu spécifique au secteur associatif, notamment tout ce qui est données personnelles. Concernant, en fait, est-ce qu'il faut collecter le consentement des membres de l'association pour les inscrire à la newsletter? Est-ce que vu qu'ils ne sont pas déjà membres de l'association, on peut considérer qu'on n'a pas besoin de leur accord? Et non. Oui, oui, donc non, non, on a quand même besoin de leur accord. Ouais. Et encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire avec ces données-là. Donc, si par exemple, je reprends l'exemple de la newsletter, même si c'est des membres de l'association, vous devez leur envoyer un email spécifique pour leur demander est-ce que vous souhaitez en plus recevoir la newsletter. Hmm. Et c'est que à partir de là que vous pourrez le faire. Hmm. Il n'existe pas de consentement implicite. On peut Non, c'est pas, fini. c'est fini. Ouais. Il faut absolument avoir validé la case que vous a montré Marie. Et ça, comme tu l'as dit, les principaux outils de newsletter que tu as cités le proposent un module comme cela, c'est ça? Tout à fait. Majoritairement, on va avoir ça. Ils vous demandent, on doit juste mettre en avant, enfin, on a cette possibilité généralement de pouvoir mettre le formulaire et donc de pouvoir de renvoyer tout ça. Et en tout cas, vous avez tout de suite dans les options la possibilité généralement de pouvoir dire, OK, je souhaite que ce soit un opt-in, je souhaite que ce soit un double opt-in. Et dans ce cas-là, il y aura automatiquement l'envoi de l'email en plus derrière pour confirmer. Oui, Hmm. oui, D'accord. tout à fait. Ok. Euh, Alors, il y a vraiment pas mal de questions sur tout ce qui est, à partir du moment où on rejoint, comment en fait on obtient le consentement, c'est ce que vraiment va définir le RGPD. À partir du moment où vous avez une liste de membres dans votre association, toutes les parties prenantes ou toutes données personnelles, Marie, tu vas pouvoir compléter, mais il faut absolument recueillir le consentement. Il ne peut pas y avoir d'inscription implicite. Là, j'ai une question spécifique de Joël qui me demande, lors des inscriptions à des activités sportives par l'intermédiaire de leur site, est-ce qu'on doit avoir le consentement? Est-ce qu'il peut être... donc là, oui, c'est obligatoire, Alors, encore une j'ai fois. pas compris. Avoir l'autorisation et le consentement de quoi? Ah ben, en fait, je suppose que pour une inscription à une activité sportive, après, si on veut réutiliser les données pour newsletter ou mailing, il faut absolument avoir le Oui, tout consentement. à fait. C'est ça. Même Ouais. s'ils sont inscrits sur votre site pour quelque chose, ils sont inscrits sur votre site pour quelque chose. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple pour essayer de l'exprimer au mieux. Je m'inscris sur votre site pour m'inscrire à tel atelier ou telle activité sportive. Je me suis inscrit et j'ai donné des données personnelles seulement pour ça. Hmm. Si vous souhaitez ensuite pouvoir leur envoyer la newsletter, soit vous pouvez simplement avoir en dessous, comme je vous montrais, je vais juste remontrer la page parce que du coup, ça peut quand même peut-être aider. Attendez, hop, hop, hop. On va avoir. Donc, soit vous pouvez avoir. Vous leur demandez par exemple son nom, son prénom, son adresse email pour s'enregistrer à cette activité sportive. À ce moment-là, vous pouvez avoir cette petite case, comme je vous ai mis ici, en plus, j'accepte de recevoir la newsletter de mon association. Mais s'ils n'ont pas coché ceci, vous n'avez pas le droit de leur envoyer. Autre option, si vous n'avez pas forcément aujourd'hui en cours ou déjà une case comme ça mise en place, pour tous ceux pour tous ceux en fait qui sont inscrits, vous pouvez leur envoyer un email, le formulaire en disant, au fait, souhaitez-vous recevoir la newsletter? Mais sinon, non, vous n'aurez pas le droit de la réécrire. En tout cas, si vous le faites, c'est pas en accord avec la RGPD. Hmm. D'accord. Et, euh, et justement, euh, donc en fait, ce type de validation, ça permet après de générer un document qui va permettre de voir tous les opt-in, de voir que chaque donnée a bien été validée. C'est ça. Tout Comment on à fait. prouve que justement il y a eu un consentement? Alors généralement, si vous utilisez, alors soit c'est que, soit vous, il y a plein de façons. Si on reste, donc par exemple, si on utilise un outil comme Mailchimp ou comme un autre outil,
En fait, vous avez dans la partie dans votre liste de base de données, par exemple dans la base de données newsletter, vous avez un endroit où, ça serait bien que je vous montre, en fait, je suis en train de penser. Je vais vous montrer en direct si vous voulez. Hop, Super. alors attendez, il faut juste que j'arrive à faire tout ça. Hop. Donc Et liste de commandes. si des associations, enfin si des associations ont récolté au préalable le consentement de certaines personnes, est-ce que ça vaut dans la nouvelle réglementation RGPD si c'est formaté dans un document ou pas? Si c'est bien conforme, c'est-à-dire que si c'est bien un accord explicite spécifique pour un utilisateur où ça a déjà été D'accord. fait, oui. Mais en Hmm. gros, regardez par exemple, comment on voit en fait si les gens, par exemple dans cette donnée-là, excusez-moi, j'ai pas envie que vous voyez, enfin, j'essaie d'être le plus transparent possible. Ici, en fait, vous voyez comment la source. Ici, on peut voir que ça a été rempli par le formulaire de formulaire d'inscription. Donc ça me D'accord. prouve, et pour le règlement, ça prouve vraiment que effectivement ces personnes se sont inscrites d'elles-mêmes. Donc ça vaut comme Hmm. preuve. Sinon, D'accord. si jamais on est sur quelque chose de plus artisanal ou automatique, il faut à minima que vous gardiez tous les emails où les gens vous ont dit oui, j'accepte de recevoir une newsletter, ou le papier si c'est pendant où vous avez vu la personne où il a bien dit je souhaite recevoir et qu'il a donné son nom, son prénom et son adresse mail. Hmm. Mais justement, sur le format papier, il y a une question pour envoyer des lettres d'information format papier. Est-ce qu'on peut récupérer le consentement par papier ou électronique? Oui, tout à fait. Les deux sont possibles. Peu importe, il faut juste que vous puissiez prouver que vous avez le consentement. Hmm. Et justement, alors si on n'est pas conforme, tu as évoqué les risques. Aujourd'hui, c'est quoi ce qu'encourt une structure si jamais elle n'est pas capable de délivrer ce type de document? Donc, c'est jusqu'à 4% d'amende du D'accord, chiffre. Alors, 4% d'amende. par exemple, si on est sur une Et structure, donc ça va être du chiffre d'affaires. Après, pour les associations, ça va dépendre, ça va être en tout cas des du revenus, budget. etc. Voilà. Ah, et au-delà aussi de la sanction financière, ça peut être aussi en fait enfin, tout simplement un dédommagement de réputation, parce qu'on a pu voir récemment avec Facebook le scandale sur l'utilisation des données. Si jamais votre association utilise des données euh, enfin, Oui, de avec manière illégale. une En tout cas, exploitation de effectivement, manière légale, ça peut faire une mauvaise pub. ah, effectivement, ça après, en plus, au-delà de ça, si on se rend compte que vous ne respectez pas ceci, un truc en fait qui va être mis en place à partir, j'en ai pas parlé, et donc en fait c'est une très bonne question, à partir du 25 mai, globalement, n'importe quel utilisateur va pouvoir porter plainte contre les gens qui leur envoient, qui utilisent leurs données sans leur accord. Donc concrètement, très concrètement, aujourd'hui je reçois, j'en sais rien, je reçois je ne sais pas combien de newsletters, 100, 150, dont beaucoup dont je n'ai pas donné mon accord à partir du 25 mai, et ben, je vais pouvoir m'amuser. Donc il y a un site, il y aura tout un truc qui est mis en place pour pouvoir dénoncer toutes celles qui m'envoient de la publicité alors que je n'ai pas donné mon accord. Donc c'est Mm. comme ça qu'ils vont pouvoir aller voir et aller faire les contrôles. Donc évidemment, hein, soyons clairs, les premières structures qui vont se faire contrôler, c'est pas Oui. l'association X qui va avoir 200 adhérents. Ça sera pas les Mm. premiers. On va plutôt les taper sur les grands comptes. Mm. Néanmoins, si jamais ils viennent contrôler, et puis qu'au fur et à mesure, ils vont quand même traiter toutes les plaintes, donc s'ils viennent contrôler, voilà, le risque, ça va être ça va être l'amende. Et évidemment, c'est par rapport à la réputation. Mm. Aujourd'hui, les internautes en ont marre, même si c'est des adhérents d'une association, on en a marre de savoir autant de choses et de ne pas savoir ce qui Mm. sont faits avec leurs données. Donc, il faut vraiment être Ouais, en rapport avec ça, quoi. oui. En raccord, pardon. Voilà, en fait, c'est vraiment, oui, au-delà c'est vraiment une bonne démarche responsable parce que, comme l'a dit Marie, même si aujourd'hui vous lancez ces actions-là et que vous perdez 90% de votre base de données, c'est après énormément qualitatif parce que vous repartez sur une base très solide et toutes les nouvelles personnes que vous ajouterez seront des personnes qui suivront votre activité et qui seront intéressées. Et je suppose que en fait, au niveau c'est vraiment une démarche de qualité qui est intéressante pour après être vraiment bien utiliser les différentes données.
Oui, tout à Euh, fait. C'est, en gros, pour parler un peu crûment, c'est une mauvaise passe à passer. Effectivement, mm, ça va changer un petit peu votre façon de communiquer, là, à court terme, et de communiquer de manière globale et massive. Mais voilà, après, du coup, grâce à ça, toutes les personnes avec qui vous serez en contact, ça sera de qualité. Et il mhm. faudra voir comment différemment, comment on peut communiquer de manière plus responsable. Oui. Alors, il y a pas mal de questions, mais on tourne un peu autour du pot, mais c'est bien de le répéter sur vraiment la notion de consentement pour vraiment être clair. À partir du moment où vous avez une donnée personnelle que vous récupérez, que ce soit à travers des salons ou n'importe quel événement, à travers les voies digitales, votre site internet, il faut absolument avoir recueillir le consentement et bien clarifier euh, ce pourquoi vous avez utilisé la donnée, si c'est pour les newsletters, pour un mailing précis, que ça soit de la communication interne ou externe. Je ne sais pas si Marie, tu peux me confirmer ça. Oui, non, c'est vraiment ça. Il faut vraiment dire pourquoi on collecte cette donnée et avoir l'accord, le consentement explicite, pourquoi on utilise cette donnée-là. Donc Hmm. c'est vraiment là, je vous ai remis la slide, je ne sais pas si on voit toujours mon écran, je vous ai Oui. remis la slide où vraiment on parle de ça. Il faut vraiment pouvoir mettre ça en avant. Hmm. Donc c'est vrai que sont aussi bien applicables à la communication externe qu'interne pour les salariés d'une structure entre une association et une administration. Ça vaut pour les deux. Oui, tout à fait. Ouais. Je viens de voir juste passer qu'il y avait notamment une question sur les cartes de visite. Je me permets juste de Oui. rebondir là-dessus. Euh, on peut garder les cartes de visite, mais en fait, en gros, j'ai le droit d'envoyer un mail à une personne. Je n'ai pas le droit d'envoyer un email. Hmm. C'est un petit peu différent. Je peux quand même toujours. Moi, globalement, je rencontre Raphaël à un salon, il me donne sa carte parce qu'on doit s'écrire. J'ai le droit de lui écrire comme ça parce que finalement, j'ai quand même l'accord. Et ça Hmm. va être de une personne à une personne. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez faire de l'envoi massif en faisant croire que c'est quelque chose qui va être personnalisé. Je peux écrire à Raphaël, ça j'ai le droit évidemment. Mais Hmm. effectivement, les cartes de visite, on ne va pas les récolter pour après envoyer une énorme masse, un emailing en masse à tous les gens à qui j'ai pris auxquels j'ai pris la carte de visite. Hmm. Oui, il y a en effet une question intéressante sur tout ce qui est sur vraiment un cas un peu spécifique sur le cas d'une newsletter en B2B. Est-ce que c'est du coup c'est les mêmes conditions? On, Tout à on doit fait. recueillir. Oui. Oui. Avant c'était différent. C'était différent si on était en B2C, donc quand on écrivait à des particuliers ou si on écrivait à des pros. Maintenant, même pour les pros, on doit avoir cet accord. Donc B2B, c'est d'entreprise en entreprise, hein, C'est ça, en tout cas, d'activité, voilà, de structure à structure, c'est B2B. Et donc, hmm, du coup, même dans ce cas-là, on est obligé de demander l'accord. d'accord. Ok, très bien. Il nous reste encore quelques minutes pour aborder encore des questions. Justement euh, alors on va prendre la question de, par exemple, le mail, la question de Jean-René sur est-ce que l'email d'une mairie rentre-t-il dans la règle du RGPD? Et là, encore plus parce Oui, que c'est une collectivité locale. Donc oui, en effet, les collectivités locales doivent faire ces efforts-là. Encore plus, elles ont la notion d'exemple. Donc oui, tout à fait. tout à fait. Et même cet emailing-là, on doit avoir l'accord. Donc après, Hmm, en gros, ce qui va être le plus compliqué, c'est vraiment de mettre à jour vos bases pour qu'elles soient, en gros, toute base qui n'est pas à jour et qui n'est pas conforme à la RGPD, techniquement, on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc ça va être vraiment ce travail de mettre à jour. Après, en fait, ça va être assez simple pour les nouvelles bases qu'on est en train de constituer, ça va être beaucoup plus simple puisque du coup, vous allez dès le début pouvoir mettre pour n'importe qui s'inscrit, que ça soit un nouvel habitant, si je prends par exemple une collectivité ou une nouvelle chose comme ça, vous pouvez tout de suite mettre les cases quand vous vous demandez de signer je ne sais pas quoi ou quand vous récoltez les données. Et c'est vraiment hmm, la phase mise à jour qui va être un peu plus compliquée, effectivement. hmm. Ok, très intéressant. Euh, alors j'avais vu une question également euh, un peu spécifique sur justement
Ben, dans les textes du RGPD, certaines recommandations parlent d'une personne qui sera référente des différentes données, des différents traitements. Aujourd'hui, est-ce que chaque structure doit identifier un délégué sur cette spécificité? Comment ça se passe? Alors là, Qui peut... il y a plein de notions, ça va au-delà de l'emailing. Effectivement, on doit avoir un responsable, mais pour tout ce qui va être plus spécifique sur ça, parce que là, ça concerne toutes les données en général, pas que l'emailing, Oui, je oui, ne pourrais pas répondre de manière ultra certaine là-dessus. Mais oui. globalement, en fait, il y Oui, aura un responsable, ça dépend de la taille de la structure, c'est pas forcément hmm. toutes les structures. Hmm. Et Oui, c'est ce qu'on a, oui. C'est ce qu'ils voilà. appellent un DPO, donc pour Data Protection Officer, je crois, pour pouvoir justement, mais ça s'apparente plus aux, euh, aux grosses structures et sur l'ensemble du RGPD, oui, pas comme tu as dit, Tout à fait. Marie, sur le seul mailing. Ok. Euh, donc il y a encore des questions vraiment sur le consentement explicite, mais on va toutes les aborder pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Pour des mailings d'informations comme des annulations de cours, est-ce qu'on doit aussi obtenir le consentement explicite? Donc là, c'est Alors, spécifique. si on prend l'annulation du cours, oui, vous devez quand même demander l'accord, mais par exemple, ça va plutôt être au début, quand vous mettez à jour votre base de données, de dire par exemple qu'il puisse, alors si je reprends sur le digital parce que c'est le plus simple, de pouvoir dire j'accepte de recevoir des informations spécifiques Hmm, aux activités auxquelles je suis, par exemple, je suis abonné, et notamment annulation, etc., etc. Mais oui, on a besoin de hmm, l'accord. hmm, d'accord. Il y a une question sur la conservation des données aussi. À combien de temps peut-on conserver les données enregistrées? Donc là, ça dépend. Ça va être spécifique. Vous pouvez, donc si je me rebase sur l'emailing, en fait, vous pouvez simplement, vous pouvez dire jusqu'à ce que vous ne souhaitez pas, jusqu'à ce que souhaitez, pardon, retirer votre consentement. Sur deux choses, on peut très bien partir là-dessus. Sinon, généralement, on va parler de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans les cas de structures comme des associations, moi, je vous conseille plutôt de pouvoir mettre, on va le conserver, on le conserve jusqu'à ce que vous souhaitez qu'on l'enlève, enfin qu'on le retire ces Hmm, données-là. Il n'y a pas de, voilà, ça fonctionne quoi, parce que ça dépend après quels sont les types de structures, d'associations hmm, que vous avez, ou alors dire jusqu'à ce que vous ne soyez plus adhérent, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est à vous de mettre en place des tournures comme ça, mais il y a pas de gros enjeux. Enfin, je pense par exemple à des associations pardon, que j'accompagne qui vont être plutôt sur euh, des personnes qui prennent pas non plus le temps à chaque fois de se réinscrire, etc. On n'est pas là non plus pour embêter les internautes, ou on n'est pas là pour hmm. embêter du coup les utilisateurs. Donc des choses comme ça peuvent aussi complètement fonctionner. D'accord. Euh, bon, on va continuer encore avec quelques questions. Euh, Est-ce que si, par exemple, on a une adresse mail collective, euh, est-ce qu'il s'agit d'une donnée personnelle? Est-ce qu'on doit quand même la considérer comme obligatoire pour avoir un consentement? Comment c'est Alors, géré? c'est une excellente question. Si jamais, donc, par exemple, donc Marie Bélanger, si vous écrivez à mariebélanger@gmail.com, c'est une donnée personnelle. Si vous écrivez à mariebélanger@triscom.com, même si c'est mon adresse professionnelle, c'est une donnée personnelle. Par contre, si vous écrivez à contact@triscom.com, donc une adresse collective, effectivement, ce n'est pas Hmm, considéré comme une donnée personnelle. Donc, potentiellement, vous pouvez continuer à d'accord. m'écrire. Je vous donne Ok. juste un gros point d'avertissement et de vigilance là-dessus, puisque c'est pas non plus pour ça qu'on va forcément essayer de se rabattre sur toutes ces données-là et d'envoyer des emails en masse sur ces boîtes mail-là, puisque du coup, vous allez forcément quand même avoir à un moment donné un ras-le-bol et une problématique du côté des utilisateurs. Mais en Ouais. tout cas, effectivement, pour l'instant, toutes ces boîtes mail contact@triscom.com, toutes ces boîtes mail qui ne sont pas spécifiques, ne sont pas des données personnelles. Hmm, d'accord. Il y a une question un peu plus précise sur tout ce qui est donateur et ça peut ben, ça, en fait, ça peut parler à toutes les associations. Toujours sur la notion d'envoyer des courriers suite à leurs dons. Est-ce qu'il faut quand même toujours encore recueillir ben, en fait, le consentement pour continuer à parler à ces donateurs, même si on sait qu'ils ont donné, même s'ils sont dans notre base depuis longtemps? Tout à fait. Hmm, Je vous ai donné, donc j'ai fait un don. Ça ne veut pas dire que j'ai accepté de recevoir un email tous les mois. hmm, Donc en fait, encore une fois, on va redemander l'accord.
Et donc pour les bases actuelles et pour les nouveaux, quand vous demandez un don, quand quelqu'un fait un don, vous proposez la case. Est-ce que vous souhaitez recevoir la newsletter pour être tenu au courant du projet? Est-ce que vous êtes, enfin, etc. Est-ce que vous souhaitez recevoir telle offre ou ce genre de choses? Donc oui, il faut demander l'accord et le consentement explicite. Hmm. Oui, c'est vraiment pour chaque action que vous menez au sein de notre association qui engage des données personnelles, il faut à chaque fois recueillir le consentement. Tout à fait. Euh, voilà, il nous reste encore environ 5 minutes de questions. Il y a pas mal de questions pour savoir comment la CNIL va réussir à contrôler tout ça, comment elle va se charger de faire les contrôles. Je ne sais pas si toi tu peux répondre à ce type de questions, mais c'est vrai que compte tenu on peut se poser la question enfin, vu la masse de données à analyser et le nombre considérable de structures qui vont devoir se mettre à jour, comment la CNIL va être capable de faire et quelle démarche elle va mettre en place pour vérifier tout ça. Est-ce que tu as dû... Non, j'ai pas encore tous les détails là-dessus, je sais pas. Oui, Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément, ça va d'abord fonctionner, je pense, sur les plaintes ouais. et ensuite sur d'abord les grosses structures ou là où il y a le plus de Mm, plaintes, etc., etc. mm. Effectivement, bien sûr, il y a énormément de choses, donc voilà, ça va prendre un certain temps, c'est sûr. Oui, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir derrière, c'est vraiment la démarche responsable et que c'est vraiment intéressant aujourd'hui de vraiment qualifier vos données et de savoir sur quelle base vous pouvez réellement vous appuyer. Et puis, je pense que ça a vraiment forcé les structures à devenir plus exigeantes dans leurs pratiques. Voilà, et transparente. Et si je dois comparer, je vais faire juste un exemple qui paraît basique. Là, on parle de sanctions. Effectivement, c'est peut-être pas demain que vous allez être contrôlé. Mais c'est exactement comme si vous roulez sur la route et que bah, vous décidez, moi, tant que j'ai pas de sanctions et tant que j'ai pas un policier qui va qui va me verbaliser parce que je suis passé au rouge, je vais passer au rouge. Hmm, C'est donc j'exagère, mais du coup c'est exactement la même chose. Si effectivement on peut se dire bah bon, tant que j'ai pas ça ou tant que j'ai pas d'accident, je continue. Mais bon, hmm, c'est un risque et c'est pas forcément les bonnes pratiques en tout cas à mettre en place. Donc c'est voilà, c'est une ouais, réglementation, ça va être à appliquer. hmm. Et Et donc, point que j'ai juste pas abordé, du coup je refais un petit point spécifique là-dessus. Tout à l'heure je vous montrais de proposer des choses spécifiques et ciblées. Effectivement, si on a plusieurs newsletters, on va devoir demander l'accord. hmm, Je m'abonne, par exemple, je vais vous remontrer l'email que moi j'avais fait pour le formulaire de contact. Attendez, j'y vais. Par exemple, celui-là. Voilà, j'accepte de rejoindre les listes de diffusion. Papier de c'est la newsletter. Mais par exemple, si j'ai trois newsletters différentes, que j'en ai une, par exemple, ma newsletter pour les partenaires, la newsletter pour mes adhérents, la newsletter pour mes bénévoles, ben voilà, si vous pouvez faire un seul formulaire pour tous et de leur demander de cocher celles qu'ils veulent. Mais effectivement, je dois m'abonner à chacune des newsletters si j'ai différentes newsletters et que j'ai possibilité et l'envie de m'abonner à plusieurs newsletters. hmm. Oui, pour chaque vraiment différentes newsletters que vous avez par thématique, il faut à chaque fois recueillir le consentement. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, c'est important de préciser ça parce que beaucoup de personnes demandent en effet si on a différents mailings, différents événements, différentes thématiques, est-ce qu'on doit recueillir à chaque fois ce type d'action? Donc Donc, oui. techniquement, oui, mais par exemple, alors après, il ne faut pas non plus regarder. Par exemple, ici, euh, par rapport à cette slide-là, on peut avoir donc, si donc j'ai par exemple ma newsletter, si après c'est de manière globale des offres et informations en fonction de mes, enfin bon là par exemple c'est l'exemple en fonction de mes données de navigation et mes intérêts, on peut avoir quelque chose qui est un peu plus gros. Par exemple des offres promotionnelles, des événements promotionnels ponctuels, c'est des choses comme ça que vous pouvez mettre en avant avec un seul bouton, Hmm, de manière ciblée en tout cas, etc. Ou alors vous d'accord. décidez que de toute façon c'est des informations que vous mettrez en avant dans votre newsletter. Hmm, Et voilà, la question ne se pose plus, mais en tout cas voilà. hmm, d'accord. Euh, d'accord. Ok. Je pense qu'on va prendre encore une ou deux questions parce qu'il est déjà 15h14 alors, je refais un petit tour, mais pour un appel à dons par voie postale, c'est toujours la même démarche. Je suppose, on doit Oui, recueillir le consentement. Et après, alors, il y a une question sur par exemple, un mail envoyé avec un logiciel de messagerie vers 20 adresses mail. Il faut, oui, de toute façon, que ça.
En fait, l'outil de mailing que vous utilisez ne va pas se mettre en conformité à votre place. Il faut vraiment que vous ayez la démarche. Euh, Tout à fait. Là, par exemple, j'entendais envoyer un email à 20 personnes. Je vais prendre un exemple sur les formations qu'on fait avec Solidatech. Généralement, après, je récupère les emails des personnes qui étaient l'information pour leur envoyer la plaquette, enfin le support de présentation. hmm, Le simple fait que ce soit ces personnes-là qui m'écrivent l'adresse email pour recevoir cet email, c'est un email ponctuel une fois, je leur envoie la présentation. Ça suffit comme ça. Enfin voilà, il faut faire attention. Après, ces données-là, par contre, je ne vais pas les utiliser pour quoi que ce soit d'autre. Sauf si d'accord. j'ai envie d'écrire à Camille parce que j'ai une question à lui poser. Mais là, on n'est Hmm, pas dans le on n'est pas dans la newsletter. d'accord. Ok, ben super, merci beaucoup Marie. On va terminer là. On a bien noté, je vais bien reprendre toutes vos questions. Je suis désolé pour les questions auxquelles on n'a pas forcément répondu, mais dans un article, on essaiera de condenser tout ça. Euh, voilà, à noter que nous, on vous enverra du coup dans un mailing le replay de la vidéo avec la présentation et comme je l'ai dit, avec un article qui reprendra les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Euh, voilà. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site internet pour voir les différentes formations organisées par ISCOM et Marie. Et nous, on va avoir potentiellement d'autres événements et d'autres actions pour accompagner les associations sur la mise en conformité du RGPD. Donc, restez connectés. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Ben, merci, merci à toi, merci à vous. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Donc voilà, c'est vraiment un accord explicite écrit de chacune des choses. Hmm. Bon courage à vous pour mettre tout ça à jour. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. Vous aurez donc très vite cette présentation par Raphaël. Merci, Marie. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.